Notre intestin, aujourd'hui, est très malmené. Votre système immunitaire, il va se mettre à produire des anticorps. Donc l'inflammation nous fait basculer vers cette situation immunologique, allergique. Donc c'est la perméabilité intestinale qui va générer l'inflammation chronique. Et une fois qu'on est en état d'inflammation chronique, c'est vecteur d'obésité et de surpoids. Oui, parce que... AVS avec Philippe Robichon. AVS, vous le savez, c'est pour votre santé. Bonjour, bienvenue, bon appétit si vous êtes à table. J'espère qu'on ne va pas vous couper l'appétit aujourd'hui avec mon invité, le docteur Didier Panizza. Bonjour doc, comment allez-vous ? Bonjour, très bien. Merci. Docteur en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Alors on va rappeler pour tout le monde ce que c'est que la médecine fonctionnelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. La médecine fonctionnelle, c'est la médecine des fonctions, on pourrait s'en douter, donc qui est surtout destinée à faire de la prévention. On examine comment et on essaie de comprendre comment fonctionne le corps et comment il se dérègle. Et à partir de là, évidemment, on peut établir des liens avec d'éventuelles futures maladies. Donc la médecine fonctionnelle, c'est une médecine qui se positionne avant la médecine occidentale, qui est une médecine de la maladie. Bien, 40 ans à faire maigrir les gens, un peu plus même aujourd'hui. Et oui. On avait expliqué comment vous en étiez arrivé à faire maigrir les gens, alors que ce n'était pas votre fonction initiale d'ailleurs. Non, pas du tout. Ouais. Ma fonction, c'était de faire de la médecine. Et donc, dans cette fonction médicale, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes de poids. Et surtout, très vite, je me suis rendu compte que tout ce qu'on m'avait enseigné, ça ne collait pas du tout. Vous voyez, manger moins, bouger plus. Et on ne résout pas grand-chose de cette manière. Donc, petit à petit, je me suis intéressé. Vous êtes le seul qui dit ça, hein ? Non. De plus en plus, maintenant, les médecins fonctionnels s'intéressent forcément à découvrir les causes, à les comprendre et à les expliquer surtout, très important. Voilà, vous êtes dans la lignée d'un de vos maîtres, Jacques Moron. Oui, exactement. Donc vous vous revendiquez d'ailleurs. Oui, parce que... Qui en son temps ne faisait pas consensus quand même, hein. Il ne faisait pas consensus parce que son génie, ça a été de se dire tout le monde ne grossit pas de la même manière, donc forcément, il y a des causes différentes. Et donc, causes différentes, ça veut dire traitement éventuel, différent. Donc, le traitement n'est plus manger moins, bouger plus. Le traitement, c'est si votre pancréas marche mal, on va essayer de le soigner, et par l'alimentation et par des traitements éventuellement. Si votre thyroïde marche mal, on va faire la même chose. Et donc, c'était nouveau quand même. Là, on est au début des années 70 à peu près, c'est ça ? Oui, pour lui, c'était 70. Moi, je l'ai connu en 80. Et il a eu un énorme succès dans le monde entier parce que c'était le premier à dire... Il a fait un énorme best-seller chez Robert Laffont. Voilà, qui s'appelle La clé du poids. Et c'était assez formidable. On trouve toujours en vente, et lui-même était obèse. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Voilà. Ouais. Mais lui-même était obèse et, entre parenthèses, moi je l'étais devenu. C'est-à-dire que j'étais maigre, très maigre en étant jeune, et puis entre 20 et 30 ans, j'ai pris 30 kilos quand même. Bon. Et voilà. Et en fait, j'avais exactement suivi le parcours de mon père, qui était maigre en étant jeune, qui avait grossi et qui était devenu diabétique. Donc ça m'a quand même un peu interpellé tout ça, et ça a contribué à mon orientation vers la compréhension des phénomènes responsables de prise de poids. Et lui-même était devenu spécialiste de la graisse. Oui, bien sûr. Oui, les zones chaudes, les zones froides dont on parlera tout à l'heure. Mais c'était un clinicien remarquable, il avait un génie d'observation. Et donc, tout de suite, ça lui crevait les yeux et il s'est dit, le ventre, c'est particulier, c'est pas la même chose que les cuisses. Et le ventre, comment se fait-il qu'il y a des ventres chauds et des ventres froids ? Voilà, donc lui, il a posé les bases cliniques et moi, évidemment, j'ai embrayé là-dessus et au fil du temps, j'ai essayé d'aller plus loin grâce à la technologie, grâce aux appareils de mesure et grâce surtout au progrès de la biologie. Ce que lui n'avait pas à l'époque. Les appareils de mesure, il les avait pas. Lui, il se servait d'un centimètre de couturière, mais c'était déjà pas mal. Bon. Et les appareils de mesure, le scanner et tout ça, la caméra thermique, il n'avait pas. Mais la caméra thermique, c'est rien de nouveau. Vous voyez, vous constatez, en touchant que c'est froid, la caméra thermique vous dit c'est froid. Mais elle vous donne une température et donc ça vous permet de suivre l'évolution ensuite. Alors Didier Panizza, vous êtes là pour nous parler de votre nouveau livre qui s'appelle L'intestin et le poids, de la dysbiose au surpoids, de l'inflammation à l'obésité, aux éditions Géo Reflet. Quelle est la première impulsion de l'obésité ? Est-ce que c'est un déséquilibre premier de la balance énergétique ou est-ce que c'est une anomalie des capacités de stockage ? Moi je dirais que c'est une anomalie des capacités de stockage. Parce qu'il y a une augmentation du stockage et il y a une diminution du déstockage. Alors ensuite, effectivement, on s'intéresse beaucoup à cette fameuse capacité à stocker. Est-ce que tous les métabolismes finalement s'alignent à cette capacité ou pas ? Bon, mais ça c'est du domaine de la recherche et moi je suis pas capable de... Aujourd'hui on n'a pas encore la réponse. Non, ce sont des hypothèses, mais intéressantes.
L'obésité est considérée aujourd'hui comme un état inflammatoire chronique qui évolue à bas brillant, à bas grade. C'est ce que vous expliquez très très bien dans votre livre. Inflammation de bas grade, oui. Et nous allons beaucoup parler du côlon et plus précisément du microbiote du côlon. Pourquoi ? Alors là, vous êtes le seul à en parler. Ah non. Pourquoi non, parce que tout le monde parle du microbiote intestinal, mais vous incitez sur le microbiote du côlon. Et pourtant, la grande majorité de la digestion ne se fait pas dans le côlon, Didier Panizza. La digestion et l'absorption des nutriments se fait dans l'intestin grêle. L'intestin grêle qui a très peu de bactéries finalement. Le côlon, c'est un peu la fosse septique, c'est-à-dire il est chargé de récupérer tout ce qui n'a pas été digéré avant, et il va essayer de le digérer un petit peu grâce à des bactéries. Donc le côlon, c'est deux choses, c'est la muqueuse colique, qui est une paroi, un filtre intelligent, et puis la population de bactéries qui résident dans cet intestin, 100 000 milliards de bactéries, qui travaillent pour nous. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va dire quoi, 80% de la digestion se fait dans l'intestin ? Dans l'intestin grêle ? Oui, l'intestin grêle. Oh, écoutez, je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, voilà, chaque étape, l'estomac, le début de l'intestin grêle, la fin de l'intestin grêle, le début du côlon, tout ça a une fonction particulière. D'accord, mais qu'est-ce qui est digéré dans le côlon ? Eh ben, les sucres notamment, tous les sucres qui n'ont pas été digérés, il y en a quand même il y a un déchet, quoi. Donc il y a beaucoup de sucre qui arrive dans le côlon et il est digéré par des bactéries. Et cette digestion, elle se fait par la fermentation. C'est-à-dire la bactérie mange du sucre donc et elle fermente. Fermenter, ça veut dire produire des gaz et produire des graisses. Et certaines de ces graisses, qui sont particulières, qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, certaines de ces graisses font grossir. Alors que d'autres sont bénéfiques. Il y a aussi les fibres qui sont digérées dans une partie du côlon, non ? Oui, mais les fibres, elles amènent les sucres, et surtout les sucres non digérés. Alors, est-ce qu'on sait quelle est la responsabilité du côlon dans l'obésité ? C'est tout le sens de mon travail, c'est d'essayer d'établir le lien. Et le lien, comme vous l'avez souligné, c'est l'inflammation et la résistance à l'insuline. Bon, on va en parler. Donc, l'inflammation. Alors, peut-être on peut revenir sur le côlon. Le côlon, donc, c'est une seule couche de cellules, c'est une membrane filtrante. Une seule couche de cellules, c'est le seul endroit du corps où c'est comme ça. Dans toutes les autres zones, vous avez plusieurs couches. Ici, donc, une seule couche. Vous avez des cellules qui sont donc alignées les unes contre les autres et qui sont maintenues par une structure très particulière qu'on appelle la jonction serrée. La jonction serrée, voilà. C'est-à-dire que cette jonction serrée, elle ouvre un petit peu la porte quand c'est nécessaire, quand il y a des choses à faire entrer dans le corps, et donc elle contrôle toute l'absorption. Vous voyez, quand normalement les substances qu'on peut utiliser, elles sont filtrées à travers les cellules intestinales, et la jonction serrée va gérer tout ça. Et dans une situation pathologique, notamment lorsqu'il y a, on va en parler, la consommation de certains aliments, certains nutriments, et puis surtout avec tous les facteurs d'environnement, c'est-à-dire les antibiotiques, les métaux lourds, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, cette pauvre muqueuse, si vous voulez, ou cette pauvre jonction serrée, à un moment, elle lâche, quoi. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre. Et là, on n'a plus aucun contrôle. Et donc, on passe... C'est-à-dire qu'elle ne filtre plus, parce qu'en fait, son rôle, c'est de filtrer, en gros. Imaginez une vanne. Voilà, vous avez une cellule qui fait son boulot, et à côté, il y a une vanne fermée. Et puis, à côté, il y a une cellule, et à côté, il y a une vanne. Et donc, sous l'action de certains paramètres, cette vanne s'ouvre, elle est plus contrôlable. Et donc, c'est un boulevard, une autoroute, si vous voulez, d'entrée de toutes sortes de cochonneries qui sont dans notre côlon. Donc, vous avez des virus, des bactéries, vous avez des protéines alimentaires qui sont à moitié digérées et donc qui devraient être éjectées et du coup qui rentrent dans le corps. Et c'est ça qui met en effervescence notre système inflammatoire, notre système immunitaire. Alors, pour comprendre ce qui génère une réaction inflammatoire, il faut expliquer aux gens que la réaction inflammatoire, c'est une réaction normale, on va dire, de défense. Mais comme souvent, tout ce qu'on peut décrire de pathologique, c'est au départ une réaction normale qui va se détériorer. Donc, la réaction inflammatoire, en fait, c'est un outil de réparation. Si vous vous blessez, si vous vous coupez, par exemple, vous allez cicatriser grâce à des protéines inflammatoires qu'on appelle des cytokines inflammatoires. Donc, qui vont faire le job, qui vont venir cicatriser et qui ensuite vont disparaître. Et le problème, quand on passe à l'inflammation chronique, c'est que cette inflammation ne s'arrête pas. Alors, on a dans le corps tout un tas de foyers possibles de fabrication de protéines d'inflammation et qui sont en permanence, ça ne s'arrête pas. Et c'est cette inflammation chronique non contrôlée qui va déclencher toutes sortes de choses.
Comment on passe d'une situation donc d'inflammation, on va dire normale, à une situation d'inflammation chronique? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce qu'il y a des symptômes? Oui, il y a sûrement des tas de symptômes. Alors, c'est une inflammation silencieuse au départ, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans l'inflammation aiguë. L'inflammation aiguë, ça touche votre cartilage, ça va vous donner une douleur, hein. Et là, on est dans une inflammation silencieuse, l'inflammation de bas grade, c'est-à-dire c'est la première étape entre l'inflammation normale et l'inflammation aiguë. Mais c'est la plus fréquente. Voilà. Donc cette inflammation, en particulier si on revient sur la muqueuse colique, donc, qui assure cette protection entre le milieu extérieur et notre milieu intérieur, elle est malmenée par tout un tas de choses, et on va peut-être en parler, mais dans notre alimentation de tous les jours, il y a un truc phénoménal aujourd'hui, c'est le gluten. Le gluten, vous savez qu'au fil du temps, le blé a évolué. Ça n'est plus du tout le même blé que celui que nous mangions il y a quelques décennies. Et aujourd'hui, le gluten, c'est une protéine. Une protéine, ça veut dire un bloc de petites particules qui s'appellent les acides aminés. Notre corps ne peut pas utiliser les protéines telles quelles, donc on doit les démonter. Lorsque vous avalez une protéine, vos enzymes, et ça commence dans la salive, hein, commencent à démonter cette protéine. Et on va utiliser les acides aminés au gré de nos besoins. Eh bien, cette protéine du gluten, sa particularité, c'est qu'elle n'est pas démontable. Avant, elle était difficilement démontable, à l'époque du petit épeautre, et maintenant, elle n'est plus démontable. Donc, on avale cette protéine qui descend dans le tube digestif, et là, au contact de la muqueuse intestinale, elle va provoquer une sécrétion de zonuline, la fameuse zonuline, très important. Et la zonuline, eh bien, elle ouvre les jonctions serrées. Si vous parlez de la zonuline dès le premier plateau, alors moi je vais vous faire gagner un peu de suspense, mais ça c'est intéressant, la zonuline parce que c'est récent, qu'on connaît pas cette. C'est des travaux américains et bon, normalement tout le monde connaît aujourd'hui, mais c'est quand même assez récent. Et surtout, c'est l'équipe du professeur Fasano aux États-Unis, et il a démontré, et c'est pas vieux, hein, je crois que c'est 2015 ces publications. Là-dessus, il a démontré que le gluten faisait des trous dans l'intestin de tout le monde. Oui, parce qu'il y a une idée qui circule, qui dit, oui, mais de toute façon, le gluten, ça ne pose des problèmes que ceux qui sont à risque de maladie cœliaque. Et les autres, finalement, ne sont pas concernés. Alors, effectivement, on connaît le gluten grâce à la maladie cœliaque, mais la maladie cœliaque, c'est une maladie où le gluten, il y a une intolérance totale au gluten, donc le gluten détériore complètement l'intestin, et pour être cœliaque, en fait, il faut appartenir à deux types HLA, hein. Je crois que c'est le DQ2. Alors HLA, ça veut dire c'est un groupement de... je ne saurais pas vous l'expliquer en détail exactement, hein. C'est un type immunitaire. Voilà. Vous êtes DQ2, vous êtes DQ3 ou autre chose. B27, vous risquez plus, je crois, d'avoir une maladie genre polyarthrite rhumatoïde. D'accord. Mais donc là, voilà, on est dans un cas particulier. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le gluten qu'on absorbe tous les jours a un impact chez tout le monde. Oui, alors donc Fasano a montré, parce que vous savez, là-bas ils payent des volontaires et ils font des expériences et les gens s'engagent à accepter une biopsie d'intestin. Bon. Donc là, c'est pas terrible, chez nous c'est pas autorisé, mais en même temps on apprend beaucoup de choses grâce à ça. Donc il a montré que le gluten faisait des trous chez tout le monde, mais que un groupe assez important de la population finalement fabriquait en réponse à ça des protéines anti-inflammatoires. Et donc, ça crée un équilibre. Vous voyez, le gluten vous fait du mal, mais vous réparez tout de suite. Mais il y a tout un autre groupe qui est finalement assez important, qui lui ne répare pas. Voilà. Et donc, le gluten, chez ces gens-là, crée un sacré problème parce que ça ouvre les jonctions serrées. Alors, la deuxième substance, la deuxième substance alimentaire, c'est la protéine du lait de vache, caséine, voilà, qui est sans doute moins toxique, mais quand même, voilà, qui abîme l'intestin. Et j'ai invité ce matin le docteur Didier Panizza, donc spécialiste du surpoids. Vous êtes docteur en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Vous avez soigné des milliers d'obèses aujourd'hui. Votre spécialité, c'est vraiment l'obésité, hein. Il n'y a pas que le surpoids. C'est pas une spécialité, hein, c'est un centre d'intérêt. Donc, le surpoids qui nous amène quelquefois à l'obésité. Voilà, c'est ça mon centre d'intérêt principal, et d'où la démarche suivante, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Et donc ça nous a amené à l'intestin, évidemment. Bien, et vous publiez l'intestin et le poids, de la dysbiose au surpoids, de l'inflammation à l'obésité. L'inflammation dont on est en train de parler aujourd'hui, est-ce qu'on connaît bien le mécanisme exact de l'inflammation chronique ?
Oui, alors ce sont des protéines inflammatoires, cytokines inflammatoires, et qui vont en fait perturber tous les métabolismes. Voilà. Et notamment, ça perturbe beaucoup le fonctionnement de l'intestin. À partir du moment où vous avez une ouverture des jonctions serrées, vous avez un afflux de tas de substances, qui sont des substances étrangères ennemies. Et donc, ça va mettre en action tout un tas de systèmes de protection que nous avons dans l'intestin, notamment. Donc, ce qui veut dire que, surmonte un petit peu qu'on parle de l'intestin, c'est une barrière filtrante. Oui, bon. Intelligente. Parce que ça filtre, vous voyez, uniquement des particules qui sont autorisées à rentrer dans notre corps. Tout ce qui n'est pas autorisé, ça reste dehors. Alors, contrairement au côlon, c'est plus épais quand même, l'intestin. Ah, vous me parlez de l'intestin grêle ? Oui, l'intestin grêle, c'est pas un peu plus épais. Il n'y a pas 3 couches ? Non, il y a une seule couche. Une seule couche partout, oui. Et donc, mais une couche bien organisée, et le système est très efficace, ça nous permet de... Mais aujourd'hui, voilà, notre intestin, donc la muqueuse est malmenée, comme je vous le disais, par le gluten, par la caséine du lait de vache, et puis le microbiote, donc ces 100 000 milliards de bactéries, elles sont très très malmenées aussi par tout ce que nous avalons, notamment les antibiotiques. Les antibiotiques, quand vous allez voir votre médecin et qu'il vous donne une prescription d'antibiotiques, mais aussi tous les antibiotiques que nous absorbons sans arrêt, à petite dose, parce que la viande est bourrée d'antibiotiques, etc. Plus les perturbateurs endocriniens. Et là, il y en a pléthore. Aucun de nous n'échappe à ça. Donc notre intestin, aujourd'hui, est très malmené. Et une des conséquences, évidemment, de cette situation, il y a l'inflammation qui va générer plein de problèmes, mais c'est que votre système immunitaire, lui qui est là pour vous protéger, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se mettre à produire des anticorps. Par exemple, si vous avez, une ouverture qui permet l'entrée d'anticorps de banane, vous allez avoir une réaction positive, donc des anticorps anti-banane. Vous voyez, donc l'inflammation nous fait basculer vers cette situation immunologique, allergique, très, très particulière. En permanence, en fait, alors c'est ça qu'il faut... En permanence, et c'est vraiment très fréquent. Il y a encore des gens, évidemment, qui n'ont pas de perméabilité intestinale et qui n'ont pas d'allergie, mais franchement, dans tous mes bilans, puisque je commence toujours par des bilans, il y a vraiment... c'est incroyable, quoi. Et ça s'aggrave, c'est quelque chose qui s'aggrave constamment, là. Donc, en fait, c'est la perméabilité intestinale qui va générer l'inflammation chronique, d'accord ? Et une fois qu'on est en état d'inflammation chronique, c'est vecteur d'obésité et de surpoids. Oui, parce que ça va aller dérégler le tissu adipeux déjà, le fonctionnement du tissu adipeux, ça va aller perturber le fonctionnement des organes, donc en premier lieu peut-être le pancréas, mais aussi les glandes surrénales, aussi la thyroïde. Donc voilà, on entre, si vous voulez, dans des zones dangereuses à cause de ça. L'inflammation génère des perturbations qui vont nous amener aux maladies. Qu'est-ce qui favorise l'accumulation de graisse dans les tissus ? L'inflammation. C'est-à-dire qu'il y a des protéines d'inflammation, il y a même des molécules d'inflammation qui sont attirées par les cellules graisseuses qui rentrent dedans. Et alors, ça perturbe complètement, ça détériore le fonctionnement normal de ces cellules. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Donc, ces cellules, elles ont une taille qui est prédéfinie, c'est ça ? Alors, elles ont une taille prédéfinie, je ne sais pas, mais en tout cas, elles peuvent. C'est le seul tissu de notre corps qui peut s'étendre. Donc, la cellule graisseuse, elle se remplit sous l'effet de perturbations métaboliques. Et une fois qu'elle dépasse une certaine taille, et la taille c'est 120 microns, elle commence à ne plus être alimentée correctement en oxygène, parce que le capillaire sanguin qui l'alimente n'arrive plus à fournir. Et à ce moment-là, cette cellule va se refroidir, puisqu'elle manque d'oxygène, hypoxie. C'est pour ça que on a repéré des zones froides dans le corps. Bizarre, puisque les zones froides, pour nous, ça veut dire inflammation, et dans l'esprit de tout le monde, inflammation, ça veut dire chaleur. Mais voilà, il y a des stades avant où ça peut être du froid, parce qu'il y a un manque d'oxygène de la cellule, et la cellule graisseuse, donc, qui n'a plus assez d'oxygène, qui est en souffrance, se met à fonctionner en mode inflammatoire. C'est-à-dire qu'elle se met à fabriquer des protéines d'inflammation. Et deuxième mécanisme, elle se met à se multiplier. Donc on va passer du phénomène d'hypertrophie, parce qu'elle est pleine, parce qu'il y a un remplissage, et à partir d'un certain moment, on va passer à l'hyperplasie, et donc au recrutement de nouvelles cellules. Nous avons dans le corps des pré-adipocytes, il y en a en pagaille, et donc sous l'effet de certains paramètres, on recrute des pré-adipocytes qui vont devenir des adipocytes et qui se remplissent à leur tour.
Voilà. Et donc, vous voyez, c'est un phénomène embêtant parce que, imaginons que vous aviez simplement une hypertrophie. Vous avez trop rempli un certain nombre d'adipocytes. On en a quand même 35 milliards. Si on rétablit un bon fonctionnement de tout, on peut espérer que ces cellules vont se vider et que vous allez retrouver votre poids d'avant. Mais la plupart du temps, il y a eu donc une hyperplasie, ça veut dire et une cellule graisseuse ne se vide jamais complètement. Donc, même si vous rétablissez un bon fonctionnement métabolique, vous allez garder une masse graisseuse plus importante que celle que vous aviez au départ. Mais ce qui veut dire que si on perd du poids, nos cellules graisseuses ne disparaissent pas. C'est ça que ça veut dire ? Jamais. Les cellules graisseuses ne disparaissent pas. Sauf si on fait un acte chirurgical pour en enlever, mais ça ne disparaît pas. C'est quoi qu'est-ce que vous appelez l'acte chirurgical ? Une liposuction. C'est la liposuction. Oui, mais on n'enlève pas grand-chose. Après, vous ressemblez à un parcours de golf. Exactement, mais bon, c'est une autre affaire. Non, on le dit pas aux gens, ça. Bien sûr, mais bon, moi je l'ai refroidi un petit peu quand même, parce que je vois les résultats depuis qu'on parle de liposuction. Avant on disait oui, mais c'est les mauvais qui font des mauvaises liposuctions, qui ont des mauvais résultats. Aujourd'hui, il y a surtout de bons médecins, il y a de bons chirurgiens, et les résultats ne sont pas satisfaisants. C'est-à-dire vous enlevez de la graisse, vous enlevez de l'eau. D'ailleurs, quand on fait une liposuction, on injecte de l'eau, on absorbe beaucoup d'eau, et vous allez avoir une fibrose derrière ça. C'est ça le problème. C'est-à-dire que votre tissu va se réparer en faisant des fibres. Voilà. Et la fibrose, au départ, c'est la peau d'orange, mais après, c'est bien plus que ça. Donc, c'est disgracieux. Et ça, c'est vrai sur toutes les parties du corps. Par exemple, si on le fait au niveau des genoux, tout ça, c'est exactement la même chose ou on a des résultats... Peut-être au niveau des genoux, mais là, on est sur des aspirations très localisées, donc ça ne va pas forcément se voir. Et je ne saurais même pas vous dire, mais sûrement, il y a des fibroses différentes selon les zones, sûrement. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous déconseillez la liposuction. Écoutez, moi, mon travail, c'est d'essayer de corriger les métabolismes. Donc, après, c'est un autre domaine. Il y a des gens, vous savez, qui sont prêts à tout pour faire ça. Donc, c'est le travail du chirurgien, après, de leur expliquer les résultats et les inconvénients. On va s'intéresser à un phénomène, la néoglucogénèse, alors qui est plus particulièrement actif pendant le mois du Ramadan pour ceux qui jeûnent. Qu'est-ce que c'est que la néoglucogénèse ? Alors, néoglucogénèse, ça veut dire fabrication de sucre à partir d'éléments non sucrés. Voilà. Donc on connaît la néoglucogénèse hépatique, le foie fabrique du sucre en fin de nuit pour vous permettre d'avoir de l'énergie pour vous lever, et on connaissait la néoglucogénèse rénale, mais maintenant, depuis une dizaine d'années, on a décrit donc la néoglucogénèse intestinale. Et donc l'intestin contribue à fournir du sucre lorsque vous êtes en situation de privation. Voilà. Qu'on va chercher où ? Le sucre, ouais, on va avec des morceaux de protéines et des graisses. Voilà, on est capable de fabriquer du sucre sans éléments sucrés. Oui. Donc c'est ça la néoglucogénèse. Pendant combien de jours en fait on pourrait le faire ? Alors là, j'en sais rien. Peut-être un certain nombre de jours. Mais vous savez, il y a la possibilité théorique. Votre tissu graisseux vous permet normalement de vivre 2 mois sans manger, mais dans la réalité, c'est pas forcément comme ça. Alors on parlait de la graisse. Le danger, c'est la graisse viscérale, la graisse abdominale. Pourquoi est-ce que c'est un danger, Dr. Parce que c'est une graisse inflammatoire. C'est-à-dire qu'elle est vraiment le résultat de l'inflammation. On va avoir une accélération de la fabrication d'adipocytes dans des zones où normalement il n'y en a pas. Parce qu'autour des viscères, normalement, il n'y a pas du tout de graisse. Et d'ailleurs, j'ai des observations où je mesure 0 g viscéral. Mais la plupart du temps, il y en a beaucoup. Chez les femmes, on considère que c'est dangereux à partir de 500 grammes, et chez les hommes à partir d'1 kilo à peu près. C'est à peu près ça les standards. Bon. Pour l'instant, les études ne sont pas non plus pléthores, mais c'est à peu près ce que je constate en faisant mes mesures journalières. Et donc, évidemment, si on vous trouve 3 kilos de graisse viscérale, ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle en médecine un syndrome métabolique, donc vous avez une graisse inflammatoire dangereuse. Et chez les femmes, eh bien, on s'est aperçu en plus que, à partir du moment où elles augmentent leur graisse viscérale, il y a danger. Avant l'homme, vous voyez. Elle a 500 grammes, elle se met à avoir 800 grammes, tout de suite, elle est en zone rouge. L'homme, il va prendre 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 3, le danger sera moindre. Donc ça, c'est des notions assez récentes. Oui, mais pour la plupart de ceux qui nous écoutent, c'est difficile de savoir ce que ça représente, 3 kg de graisse viscérale. C'est énorme, c'est beaucoup. Je vous dis 1 kg pour l'homme, peut-être 800 grammes même, et 500 grammes pour la femme. Voilà. Mais comment c'est ? Je vous ai regardé, vous croisez les bras. Vous savez mon ventre. Mon ventre. Est-ce que vous savez combien vous avez de kilos de graisse viscérale ? Oui, bien sûr. Dites-nous, alors, c'est pas très facile pour moi parce que ça reste entre nous. Si vous voyez la vidéo, soyez gentils avec le docteur Panizas, il fait son maximum.
Oui, j'ai 800 grammes de graisse viscérale et je fais attention. Hein, et j'aimerais bien en avoir moins d'ailleurs. Mais contrairement à ce que disent certains et contrairement à ce que dit d'ailleurs le docteur Alouche, hein, dont je suis un fan, ça s'en va pas si facilement que ça, quoi. Il y a des gens chez qui c'est extrêmement rebelle. Il y a des gens qui s'en libèrent pas mal. Lui, il préconise beaucoup de sport pour... en fait, c'est parce que c'est pour augmenter la masse musculaire, qui va augmenter le métabolisme, il a raison et il faut le faire. Et la sédentarité est un ennemi de cette graisse viscérale. Mais malheureusement, on ne peut pas en venir à bout, à mon avis en tout cas, uniquement de cette manière. Voilà, donc cette graisse viscérale, oui, bien sûr, c'est l'objet de toutes nos attentions et on recherche toujours, une fois qu'on l'a mesurée, on recherche les moyens de s'en débarrasser. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire un bilan, qu'il faut explorer tous les axes et vous voyez, expliquer pourquoi il y a cette inflammation et pourquoi il y a cette fabrication d'adipocytes inflammatoires. Alors vous êtes spécialiste de la graisse, j'ai appris dans votre livre qu'il y avait 2 types d'éicosanoïdes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi c'est compliqué là. Écoutez, là je vous renvoie plutôt à la lecture du livre parce que c'est un peu compliqué. Hein. Ce sont les générateurs de l'inflammation. Ouais, en fait. Les générateurs de protéines d'inflammation. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça passionnant. Oui, c'est passionnant, mais c'est très compliqué là, du coup. Vous proposez un concept d'alimentation anti-inflammatoire, le Nutri-Metabolic Diet, en français dans le texte. Oui, ça c'était une dénomination qu'on avait donnée il y a quelques années. Bon, on peut faire ce qu'on veut, mais en tout cas, si vous voulez, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'il faut avoir une alimentation équilibrée. Alors, chacun y met sa petite étiquette, mais équilibrée, ça veut dire éviter au mieux qu'on peut les mauvais sucres, l'amidon et les sucreries, le saccharose, favoriser les bons sucres, ceux des légumes, ceux des fruits. Il faut favoriser les graisses anti-inflammatoires, parce que, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais pour lutter contre cette inflammation, notre premier outil, ce sont des graisses. Hein, je vais y revenir peut-être. Des graisses anti-inflammatoires que vous connaissez. Hein, c'est l'huile d'olive, c'est l'huile de pépins de raisin, c'est les noix, les amandes, etc. C'est les oméga 3, avec l'huile d'avocat, avec les graines de lin, avec les poissons anti-inflammatoires, donc le saumon, le maquereau, la sardine, le hareng et l'anchois. Et puis, dernier élément très important, c'est la ration de protéines. Donc le repas équilibré, c'est des bons sucres, des bonnes graisses et la juste quantité de protéines. Comment est-ce qu'on la connaît ? Par la masse musculaire. Hein. Il y a une équation, si vous voulez, qui permet, à partir de la masse musculaire, de vous dire combien vous avez besoin de protéines par jour. Donc on peut appeler ça une alimentation équilibrée, une alimentation anti-inflammatoire, une alimentation tout ce que vous voulez. En fait, on en revient au même, quoi. Ce qu'il faut, c'est combattre l'inflammation. Toujours. Voilà, j'ai invité le docteur Didier Panizza aujourd'hui. On parle de l'intestin et le poids, de la dysbiose au surpoids, de l'inflammation à l'obésité. C'est le titre de votre nouveau livre. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette zonuline. Comment est-ce qu'on peut arrêter, si c'est possible, la sécrétion de zonuline ? Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, on rappelle quel est le rôle de la zonuline. Alors, le rôle de la zonuline au départ, c'est quelque chose de normal. Hein. C'est-à-dire que c'est fait pour faire peur aux bactéries, en gros. Dès qu'il y a un afflux de mauvaises bactéries dans l'intestin, normalement, la zonuline, elle envoie une espèce de jet destiné à balayer, une sorte de décharge pour nettoyer. Et puis, évidemment, là, elle est complètement débordée, la pauvre zonuline. Et donc, en fait, elle est provoquée par le gluten, on l'a dit, et la protéine de lait de vache, et donc elle va ouvrir les jonctions serrées, ouvrir les vannes qui sont entre chaque cellule. C'est ça sa fonction. Et là aussi, je vois vraiment beaucoup de gens maintenant avec des taux de zonuline très élevés. Hein. Et il suffit à ce moment-là d'arrêter le pain, le gluten, enfin le pain de blé, d'arrêter le gluten, et hop, tout ça régresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient vous voir, vous mesurez son taux de zonuline ? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Et si c'est élevé, on sait qu'il y a une perméabilité intestinale et on peut mesurer le niveau. De même, on mesure l'afflux de bactéries pathogènes, les bactéries gram-négatifs. Juste 2 mots, gram-négatif, ça veut dire quoi ? Pour distinguer les bonnes bactéries des mauvaises bactéries, on utilise et on utilise encore un colorant qui s'appelle Gram. Voilà. Celles qui se colorent Gram+, les bonnes. Celles qui ne se colorent pas, Gram-, les mauvaises. Particularité des mauvaises bactéries, c'est qu'elles balancent en permanence des toxines dans le corps, qu'on appelle des lipopolysaccharides. Vraiment, produits hautement toxiques. Voilà. Et donc, toute la cascade après d'inflammation qu'il y a derrière et de perturbations. On a étudié le microbiote des personnes en situation d'obésité. Qu'est-ce que cette étude a révélé ?
Cette étude a révélé que les personnes fortes ou obèses avaient un microbiote différent des personnes qui sont saines. Et donc avec évidemment une prolifération de bactéries pathogènes. Et on a pu démontrer aussi assez récemment que si on soignait ces gens, si tout allait mieux, ils récupéraient un microbiote de personnes normales. Mais c'est-à-dire soigner ces gens ? Soigner ces gens, c'est les mettre à une diète appropriée, c'est corriger les carences, c'est corriger tout ce qui fonctionne mal, c'est diminuer l'inflammation. Voilà, c'est toujours la même démarche, c'est rétablir l'équilibre. Alors il y a une hormone dont on parle beaucoup, c'est l'insuline. Oui. Quel est son rôle dans les obésités ? Alors, l'insuline, c'est l'hormone... Je reviens au pancréas. Le pancréas fabrique 2 hormones, l'insuline et le glucagon. Ces 2 hormones sont en balance permanente, ce qui nous permet de vivre. Un jour, vous mangez plus, un jour, vous mangez moins, et tout va bien. Et pour des raisons multiples et variées, mais très fréquentes, c'est cette synchronisation qui disparaît. Et donc, on va avoir une inflation d'insuline. L'insuline, son rôle, c'est de faire rentrer le sucre dans nos cellules et de permettre à nos cellules de l'utiliser. Voilà. Et c'est là qu'il y a un problème qui se passe dès qu'il y a de l'inflammation, c'est-à-dire qu'il y a une résistance à l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les cellules n'arrivent plus à absorber le sucre, elles n'arrivent plus à l'utiliser, et ça débouche sur un hyperinsulinisme, c'est-à-dire une réaction de sauvegarde. Le pancréas va augmenter sa sécrétion d'insuline de plus en plus pour pouvoir réussir à faire rentrer un peu de sucre dans les cellules, et ça se termine mal souvent, puisque un beau jour, le pancréas, on bascule vers le diabète, le pancréas n'arrive plus à fournir. C'est ça le danger. Alors pourquoi, selon vous, docteur Panizza, faut-il faire ce qu'on appelle des phénotypages des obésités ? Alors qu'est-ce que c'est qu'un phénotypage des obésités ? Ça, c'était le travail du docteur Mon, c'est lui qui nous a ouvert la voie. C'est déterminer d'où vous grossissez, en gros. Est-ce que vous êtes gros du ventre ? Est-ce que vous êtes gros des cuisses ? Est-ce que vous êtes gros des jambes ou des bras ? Voilà, c'est ça le phénotypage. Parce que, je l'avais expliqué pour un livre précédent, en fait, les causes ne sont pas les mêmes. Donc déjà, la première approche, c'est d'où avez-vous grossi, avant de savoir quel est votre poids. Moi, j'ai besoin de savoir d'où vous avez grossi. Donc, je peux le demander à mes patients, évidemment, mais ils le disent. Mais je le vois et je le mesure. C'est ça le phénotypage. Et donc, vous voyez, ça nous facilite le travail d'orientation vers les causes. Même si de plus en plus, les gens sont gros de partout aujourd'hui. Oui. Traditionnellement, on avait la graisse du ventre, androïde, les hommes surtout, et puis les cuisses, les hanches, les femmes, graisse gynoïde. Et tout ça a complètement explosé. C'est-à-dire que malheureusement, les hommes ne grossissent pas tellement plus des cuisses, mais les femmes, elles, grossissent du ventre. Parce que les facteurs responsables, c'est les hormones, c'est la pollution, c'est le stress, c'est plein de choses comme ça. Et puis notre alimentation, quand même. Quand on regarde l'alimentation aujourd'hui, on voit qu'elle est complètement enrichie en mauvais sucre. C'est ça, la Western Diet des Américains. Donc il y a beaucoup de mauvaises graisses. Il y a quand même donc une part d'alimentation dans le surpoids. Mais toujours, c'est un élément évidemment très important. Mais quand j'écris que grossir c'est toujours mal fonctionné, c'est pour dire, attendez, d'accord, il y a l'alimentation, c'est la première chose, de toute façon, la première chose qui va intervenir dans nos prescriptions, mais il y a les dérèglements, et il ne faut pas rêver, il y a des dérèglements que vous ne pouvez pas corriger uniquement avec l'alimentation. Il y a l'alimentation et le manque d'activité. Oui, la sédentarité. Mais c'est l'hygiène de vie, en gros. C'est-à-dire que si vous êtes trop sédentaire et si vous mangez mal, vous avez une mauvaise hygiène de vie. Si vous ne dormez pas suffisamment, c'est une mauvaise hygiène de vie. Et maintenant, on voit bien qu'il y a des répercussions sur les métabolismes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le docteur Didier Panizza, à quoi cela sert-il de mesurer la température du corps ? Alors, c'est pas la température du corps, c'est la température cutanée. Et en regard de certaines zones de graisse, cette température va bouger. Et donc, je reviens un petit peu sur le ventre, puisque c'est surtout là qu'on va voir des zones froides, mais encore qu'il y en a aussi ailleurs. En tout cas, sur le ventre, comme je le disais, lorsque la cellule graisseuse est remplie, trop remplie, et qu'elle continue à grossir, le capillaire sanguin qui la nourrit, la pompe à essence, ça ne marche plus, c'est pas suffisant. Donc cette cellule graisseuse se refroidit. On peut examiner ça avec les mains, tout simplement, mais moi j'utilise une caméra thermique, puis ça me donne beaucoup de précision sur à la fois le niveau et à la fois l'évolution. Voilà. Alors on peut avoir des zones froides sur les cuisses aussi, ce qui est le cas pour certaines femmes, et là on a affaire à un dysfonctionnement des cellules graisseuses. Une cellule graisseuse, quand ça expulse, quand ça se vide, quand ça se débarrasse de graisse, ça produit de la chaleur. Donc il y a des zones chez les femmes où les cellules graisseuses ne peuvent pas se vider. Donc les zones restent froides.
Alors, il y a des solutions, heureusement. On essaye de trouver des solutions, oui. Mais la solution, elle naît toujours de la connaissance. Donc la solution, elle va naître du diagnostic. Et le diagnostic, c'est visuel, c'est clinique. On touche la température de la graisse, on regarde si elle est compacte ou pas. Et puis, c'est biologique. Moi, j'utilise beaucoup les marqueurs biologiques pour savoir si vous avez de l'inflammation, pour savoir si... écoutez, qu'est-ce que je peux prendre tout simplement comme exemple ? Si vous manquez de vitamine D, c'est fréquent, on est, je ne sais pas combien de pourcentage à manquer de vitamine D, encore que ça bouge un petit peu. Si vous manquez de vitamine D, la vitamine D participe à plus de 200 réactions biologiques. Si vous manquez de vitamine D, vous avez peut-être 200 réactions biologiques qui vont mal se faire. Voilà. Donc, vous soignez, peut-être je vais vous donner des conseils alimentaires, peut-être je vais vous donner de la vitamine D, et de cette manière, je vais pouvoir soigner plein de choses. De même, votre thyroïde, si vous manquez de vitamine D, elle va mal fonctionner. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais à partir d'un bilan, vous avez mesuré un certain nombre de choses et vous allez pouvoir rééquilibrer. Alors, dans votre livre, il y a 2 plantes qui trouvent grâce à vos yeux et un médicament. Oui, on revient à l'insuline. Là, c'est pour soigner la résistance à l'insuline, en fait. Donc, il y a 2 plantes que j'utilise couramment, qui sont la cannelle et la berbérine. Il faut savoir qu'en plus, les plantes, elles ont souvent des propriétés anti-infectieuses. Donc, la berbérine nous intéresse beaucoup parce que, à la fois, elle améliore l'utilisation des sucres, elle régule l'insuline, et à la fois, elle neutralise, elle détruit un certain nombre de bactéries pathogènes. La cannelle, même chose. Et puis, en 3e intention, un vieux médicament que tout le monde connaît depuis des lustres, qui s'appelle la metformine. La metformine, c'était le traitement des diabétiques. Et en fait, on s'est aperçu rapidement que, bien sûr, ça faisait baisser le taux de sucre des diabétiques, mais surtout, ça faisait baisser la résistance à l'insuline. Donc, c'est devenu le médicament prioritaire de la résistance à l'insuline. Et puis, après, on a découvert à la metformine d'autres propriétés, notamment anti-propagation de cellules cancéreuses, anti-vieillissement. Ça semble neutraliser une protéine là, aujourd'hui, oui. Qui est liée au vieillissement. Et les dernières avancées là-dessus, très intéressantes, c'est sur le microbiote, puisque il y a une bactérie intestinale qui a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on commence à utiliser, qui s'appelle Akkermansia, et la metformine favorise le développement de l'Akkermansia. Bon. Voilà. Mais, petite précision, la metformine n'a pas l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, pour autre chose que le diabète, donc on l'utilise hors AMM. Et les autorités françaises n'aiment pas trop ça pour le moment, donc voilà, il faut privilégier quand même les plantes si on peut, tant qu'on peut. Et on peut en général assez longtemps. Toujours en vérifiant s'il y a des interactions médicamenteuses potentielles, notamment pour la berbérine. Oui. Ouais. Pour ceux qui prennent des traitements antidiabétiques. Oui, mais comme tout, il faut voir avec le médecin ce qu'on peut faire. Oui, mais les gens, ils comprennent, ils entendent. Parce qu'aujourd'hui, ils entendent plantes, mais vous savez comment ils. Mais ce sont des plantes médicinales, donc des plantes actives, et il faut faire attention. Vous voyez, si vous manquez de sélénium, si je vous donne du sélénium, c'est normal, puisque sans sélénium, votre thyroïde marche mal. Bon. Mais si vous avez trop de sélénium, comme la vitamine D d'ailleurs, si vous avez trop de vitamine D, c'est dangereux pour la santé. Donc, c'est au médecin de faire sa prescription, il connaît tous ces paramètres, et souvent d'ailleurs, il faut s'appuyer sur des dosages. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire, si vous me demandez est-ce que c'est bien la vitamine D, je vais dire oui, c'est bien, mais je voudrais savoir si vous en manquez ou pas. Si vous avez un taux très élevé déjà, je vais prendre un risque en vous en donnant, et ça ne sert à rien. Mais ça, c'est tout le problème des prescriptions, que ce soit des plantes ou autre chose. Non, mais c'est vrai pour tout. C'est pas parce que c'est naturel qu'on peut en consommer. Non. Et là, le problème aujourd'hui, c'est quand même que la biologie a fait des progrès. On a fait beaucoup de progrès pour diffuser la biologie. C'est quand même assez compliqué. Et aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, voilà, vous passez un petit week-end de formation à droite ou à gauche. Il y a un professeur qui vous fait un cours. Le laboratoire de micronutrition n'est pas loin. Et vous partez avec votre petit bagage, là, et vous allez, sans aucun contrôle, conseiller la berbérine, par exemple. Et là, il y a danger. Et c'est un phénomène qui s'amplifie énormément aujourd'hui. Et prescrire des rééquilibrages alimentaires. Voilà. Bien sûr. Oui, mais bon. Mais ciblé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut faire attention, quoi. Didier Panizza est avec nous. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez
La vidéo sur YouTube, donc soyez gentil avec Didier Panizza. Hein. Il lit vos commentaires, il faudra y répondre. Je voudrais juste ajouter quelque chose, puisque on a parlé de choses un peu compliquées quand même, et on les a survolées. Et donc, il faut vraiment, quand on s'intéresse au sujet, il faut comprendre. C'est pour ça que je fais des livres. C'est pour expliquer. J'ai fait beaucoup de schémas, parce que j'ai bien conscience que c'est un peu difficile à comprendre. Et j'ai même démarré, là je démarre une formation en ligne, qui est gratuite, pour essayer de donner des explications rationnelles, que les gens puissent... Une formation en ligne gratuite. Oui, alors il y a une partie gratuite, une partie payante. Ah oui, on peut très bien faire avec la partie gratuite, déjà, savoir beaucoup de choses. D'accord. Et on trouve ça où ? Il faut voir sur mon site internet, docteur, je sais plus. J'aime bien parce que vous faites bien la promotion. Ouais, ça, docteur Panizza, ça c'est bien. Pour votre promotion, Panizza, c'est bien. Docteur, donc DOCTER, panizza.com. Voilà. Bon, j'imagine que si on met docteur Panizza, Didier, formation, on devrait pouvoir y arriver. Peut-être, oui. Votre livre s'appelle L'intestin et le poids, de la dysbiose au surpoids, de l'inflammation à l'obésité, aux éditions Géo Reflet. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Avec beaucoup de plaisir, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.